dès le XVIIe siècle, notamment dans les grands pays, enfin dans les pays avec des grandes villes, puisque c'est un phénomène urbain. Et puis en Suisse, ça apparaît au XVIIIe siècle. Et les premiers journaux, c'est des feuilles d'avis, donc des feuilles d'avis qui donnent des éléments sur les marchés, qui distinguent un certain nombre de produits à vendre, des appartements à louer, etc. C'est des feuilles qui sont concentrées sur cette matière-là parce qu'en fait, on est dans un contexte de contraintes juridiques très fortes. Les pouvoirs n'aiment pas tellement qu'on parle de politique, alors on se spécialise au fond dans les petites annonces. En fait, l'information politique, elle passe essentiellement par des brochures, des feuilles volantes qui sont anonymes, où on limite les risques de rétorsion de la part du pouvoir. En Suisse, c'est à partir de 1798, à partir du moment où les armées révolutionnaires françaises arrivent en Suisse, avec dans leur bagage la liberté de la presse, qu'il va y avoir une explosion de titres, qui cette fois sont des titres politiques, en fait. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette liberté de la presse, elle ne va pas rester très longtemps, parce que les révolutionnaires eux-mêmes vont se rendre compte qu'on peut utiliser la liberté de la presse contre eux, ce qui ne leur plaît pas. Ce qui fait qu'ils vont intervenir contre les journaux qui sont contre-révolutionnaires et donc contre toute la presse. Il va y avoir une explosion de titres qui cette fois sont des titres politiques en fait. Mais très vite, en fait, il va y avoir des règlements qui vont limiter cette liberté, ce qui fait qu'en 2-3 ans, en fait, cette liberté va être réduite pratiquement à néant. Et puis après, il y aura toutes les luttes libérales jusque dans les années 1830 pour qu'on en arrive à des constitutions qui, elles, garantissent la liberté de la presse. La Suisse, c'est le seul pays d'Europe où la révolution de 1848 a réussi. Dans les autres pays, la révolution de 48, il y a une révolution qui réussit, puis après il y a une contre-révolution. En Suisse, après 48, il y a la liberté de la presse. En Allemagne, il n'y en a pas. En France, il n'y a pas. En France, il faudra attendre 1881 pour qu'il y ait la liberté de la presse. Donc les gens qui viennent de l'extérieur sont surpris par cette liberté de ton qui existe en Suisse, mais parce que le cadre juridique est totalement différent, en fait. Il y a beaucoup d'attaques personnelles. Ça se termine des fois par des duels, du reste. Les choses sont vraiment assez brutales à ce moment-là. On se traite de menteurs, on s'insulte. Donc c'est à ce niveau-là que la presse est assez polémique comme ça. Alors comme on a affaire essentiellement à des journaux politiques, en fait, il n'y a pas de journaliste. La plupart du temps, le journalisme, c'est une sorte de marchepied dans une carrière politique. Donc c'est souvent des avocats, des hommes de plume, souvent des instituteurs, des professeurs, des pasteurs qui écrivent dans les journaux. Les journaux paraissent 2 fois par semaine, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grande équipe. Et puis une bonne partie du journalisme politique de cette époque-là, c'est de la polémique contre des adversaires. Donc au fond, un avocat qui est un peu habile de sa plume, il passe 2 après-midi par semaine pour remplir les 3 pages de son journal qui paraît 2 fois par semaine. Donc c'est des petites entreprises qui sont lancées pour un objectif très précis. On n'attend aucun retour financier. En fait, ce qu'on attend, c'est un retour politique. Donc on lance un petit journal avec un objectif. Une fois que cet objectif est atteint, ou bien une fois qu'il semble devenir inatteignable, eh bien, on s'aborde le journal. Ce qui fait que durant toute cette période, des années 1830 à 1870, plus ou moins, il y a des dizaines et des dizaines de titres qui sont lancés en Suisse romande, mais qui vivent quelques mois, 2 ans, 3 ans, qui disparaissent, puis après il y en a d'autres qui apparaissent. Je dirais 1870, parce qu'il va se passer quelque chose dans le dernier tiers du 19e siècle, peut-être 3 choses. La première chose importante, c'est qu'on va avoir des journaux qui deviennent quotidiens. Alors ça va changer le métier de journaliste, parce que pour remplir les 3 pages d'un journal quotidien qui en compte 4, la 4e page, il y a de la publicité, mais les 3 pages, il faut une équipe de journalistes qui travaillent tous les jours. Donc à partir de ce moment-là, le métier de journaliste va apparaître, va s'inventer. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'un quotidien, ça coûte cher, parce qu'il faut avoir un imprimeur qui a une rotative. Et donc, il faut pouvoir assurer une certaine pérennité à cette affaire économique. Et à partir de ce moment-là, on va se soucier des rentrées financières, ce dont on se fichait un petit peu auparavant. Et puis, troisième élément important, c'est qu'à partir de ce moment-là, une des rentrées du journal qui devient de plus en plus d'importance, c'est la publicité.
C'est à partir de ce moment-là que vont se créer des grandes agences publicitaires, et ça change en fait un petit peu le monde du journalisme, qui jusqu'à présent n'était pas intéressé prioritairement par l'argent. Pendant longtemps, en fait, les journaux, ils sont imprimés sur des presses à plat. Donc, on ne peut pas en tirer plus que tant par jour. Et donc, à partir du moment où on a des quotidiens et qu'il faut pouvoir tirer même des petits tirages, 3 4 000 exemplaires, il faut d'autres machines. Ces machines coûtent très cher, donc il faut des imprimeurs qui sont spécialisés dans l'impression du journal, alors qu'avant, on pouvait aller chez un imprimeur qui, par ailleurs, faisait des journaux, faisait d'autres choses. Là, maintenant, il faut un imprimeur spécialisé, donc il faut investir de l'argent. Donc ça, c'est un élément qui est important, l'arrivée de la presse, enfin des rotatives, parce que ça signifie aussi l'entrée de la presse dans le monde de l'économie. Jusqu'alors, encore une fois, ce n'était pas primordial. Les premières associations de journalistes, elles apparaissent à la fin du XIXe siècle. Alors, pourquoi seulement à la fin du XIXe siècle? C'est qu'il fallait au fond une masse critique de journalistes suffisante pour créer des associations. Et ce qui permet l'arrivée de cette masse critique, c'est quand même les quotidiens, d'une certaine manière. Alors, fin du 19e, début du 20e, il y a des associations professionnelles qui sont mixtes. On y trouve des journalistes, mais on trouve aussi les éditeurs de presse. Chez les journalistes, un des premiers soucis, ça va être de trier, parce qu'on admet tout le monde, y compris le pasteur qui donne 3 articles dans un journal par année sur ses courses à la montagne. Il est aussi journaliste, tout comme le correspondant parlementaire. Donc, dans un premier temps, on va essayer de trier. Si on a admis tout le monde dans un premier temps, c'est pour créer l'effet de masse. Et puis après, on va essayer de faire une différence entre les journalistes professionnels et puis les autres. Et puis là, on va très vite se mettre d'accord sur un critère qui reste celui qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire le salaire. Il s'agit de pouvoir justifier le fait qu'on gagne sa vie avec le métier de journaliste et que ce n'est pas un à côté. Ces associations, elles vont aussi, dans un premier temps, diffuser des brochures, organiser des conférences qui mettent en place les premiers linéaments d'une certaine déontologie du journalisme. On parle de publicité, on parle d'indépendance, on parle de droit de réponse et ce genre de choses. Il va y avoir une première cassure avec la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les éditeurs ont gagné beaucoup d'argent. Cet argent, ils l'ont distribué à leurs actionnaires. Ils ne se sont pas beaucoup préoccupés des journalistes, qui vont donc s'appauvrir, notamment pendant la Première Guerre mondiale où il y a un très fort taux d'inflation. Ce qui fait qu'en 1920, on va créer des syndicats qui sont des syndicats de journalistes, et les patrons, de leur côté, vont créer des syndicats d'éditeurs de journaux. Un des âges d'or de la presse, c'est quand elle était toute seule. Fin du 19e, jusque dans les années 1950, on est dans ce que certains ont appelé la civilisation du journal, puisque c'est un des seuls moyens de s'informer. Ensuite, bon, il y a la concurrence de la radio, la concurrence de la télévision, mais jusqu'à la fin des années 90, on est encore dans l'âge d'or de la presse, dans la mesure où elle a peu de concurrence, au fond. Et c'est à partir de l'arrivée d'Internet que le modèle s'est complètement cassé. On peut se dire aussi qu'il y a un âge d'or du journalisme, peut-être, du journalisme d'investigation. Et ça, je pense que c'est les années 60, 70, 80, 90 peut-être encore, où vraiment on a changé d'image de journaliste. Pendant longtemps, le journaliste roi, c'est le commentateur politique. C'est le patron d'un journal politique qui fait l'édito, qui explique aux gens ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent voter. Ça marche bien pendant un certain temps. À partir des années 1960, bon, il y a tous ces mouvements un peu de remise en cause de l'autorité, les gens ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent voter, ils veulent être informés. Et là, tout d'un coup, c'est la porte ouverte à un nouveau journalisme, c'est le journalisme d'investigation. Le télégraphe, évidemment, que c'est une chose importante, ça permet d'avoir des nouvelles aussi quotidiennes. C'est l'idée de pouvoir travailler notamment avec des agences de presse. Mais les grandes agences, Havas, Wolf, c'est le milieu du 19e siècle. Et ça, les grands journaux suisses sont assez vite abonnés à ce genre de choses. Après, les petits journaux suisses, pendant longtemps, en fait, ils recopient les grands journaux suisses. Jusqu'à ce que les grands journaux trouvent que c'est du plagiat et que c'est pas normal. Mais pendant longtemps, il y a un peu ces deux étages comme ça. Et ça, c'est des éléments qui font entrer la presse dans un univers qui est plus économique et financier. C'est-à-dire il faut des machines, les nouvelles, il faut aussi les acheter, donc il y a une certaine marchandisation de l'information. Ça, c'est un élément qui est important. Il y a la place de plus en plus forte de la publicité,
qui va aussi dans le sens d'une entrée dans le monde de l'économie. Au fond, ça caractérise le dernier tiers du XIXe siècle. Et puis après, la situation bouge plus tellement jusqu'à les années 1960. Les années 1960, il y a une chose qui est importante, c'est la concurrence de la radio et de la télévision. Alors la radio, elle était née avant, bien évidemment, mais pendant longtemps, les éditeurs de journaux en Suisse, c'est un lobby qui est suffisamment fort pour tenir en bride la radio. Pour les éditeurs de journaux, la radio, ça doit être une invitation à lire le journal. À partir des années 50, et puis de la télévision, là, tout d'un coup, il va y avoir une vraie concurrence pour les journaux. Alors à partir des années 1960, ce qu'on constate dans tous les journaux, c'est que les rédactions explosent, le nombre de pages explose, parce que les journaux, ils doivent proposer des choses nouvelles. Et puis là intervient aussi la couleur qui va beaucoup intéresser les publicitaires. Donc ça, c'est une deuxième étape, si on veut. Le troisième élément, c'est la fin des années 90, le début de l'an 2000 avec Internet. Et là, les cartes sont à nouveau complètement brassées. Une bonne part de la publicité qui allait dans les journaux, en fait, c'était des petites annonces. Il n'y a pas que ça, il y avait aussi la publicité commerciale, mais les petites annonces étaient très importantes. Et ces petites annonces, en fait, elles se sont concentrées sur certains sites qui permettent de mieux cibler, au fond, les acheteurs potentiels. Et c'est des grands éditeurs qui ont racheté ça, notamment Tamedia, donc tout ce qui concerne la vente de voitures, la location d'appartements, les métiers. Puis, bon, comme tout fait argent, y compris les petites annonces de sexe, enfin tout ça, ça ramène beaucoup d'argent. Alors ce qui a changé, c'est que Tamedia, si on prend cet exemple-là, récolte cet argent. C'est très lucratif, ces petites annonces. Mais avant, les petites annonces, ça servait à financer les journaux. Tamedia a séparé les activités, a dit les petites annonces, c'est bien, ça dégage beaucoup de publicité. Les journaux, là aussi, ils ont eu des idées qui apparaissent aujourd'hui un peu démentes. 15% de rendement pour les journaux, alors qu'on les prive justement de l'arrivée d'argent avec ces petites publicités. Les journaux, évidemment, ils se sont retrouvés complètement étranglés. Donc ça, c'est un des éléments qui est important avec Internet, le fait que la publicité qui servait à nourrir les journaux est partie ailleurs. Et puis l'autre élément important, c'est qu'avec Internet, c'est qu'on a diffusé l'idée que l'information est gratuite. Et ça, évidemment, c'est pas vrai. Mais ça a été très bien reçu par les lecteurs, qu'on a de la peine maintenant à faire payer pour de l'information, puisqu'ils sont tellement habitués à trouver ça en ligne totalement gratuitement.